Tout simplement parce que j'ai été confronté au problème de l'enseignement de l'anatomie et comme tout le monde, j'ai essayé de présenter ça de façon à peu près digeste, mais je me suis heurté à des difficultés de compréhension de base. En fait, l'anatomie est une matière qui est réputée ardue, dense, complexe, beaucoup basée sur le par cœur ou sur les petites initiatives individuelles. Et ayant quand même essayé de traduire tome après tome pour les membres, le tronc, la tête, ces différentes notions de façon intelligible, je me suis rendu compte qu'il manquait quand même une étape essentielle qui était la base, la méthodologie, avant même d'apprendre l'anatomie. Quels moyens il faut se donner au départ, dès le départ, avant de se lancer dans cette aventure. J'ai découvert les choses après coup, en fait, à l'usage, avec la confrontation avec les étudiants. Je n'avais pas du tout conscience, mais même pour moi, d'ailleurs, je reconnais, je n'avais pas du tout conscience des questions qui remontaient, mais qui venaient en amont. On ne m'avait jamais dit que ceci ou que cela, et si on me l'avait dit, ça m'aurait fait gagner du temps. Donc, c'est l'expérience qui m'a poussé à dire, voilà comment il faut s'y prendre. C'est pas moi qui ai décidé c'est vraiment l'expérience de terrain qui m'a dicté littéralement les notions qu'il fallait absolument faire passer d'avance, préalablement. Donc, c'est vraiment un livre de méthodologie ? De méthodologie et en même temps de compréhension, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Pour qu'il y ait une forme, il faut qu'elle s'applique à un fond. Deux parties, en fait, dans ce livre-là. Il y a une partie qui est plus purement méthodologique, effectivement, le b.a.-ba, et puis un regard global sur ce que c'est que l'anatomie. Parce que on voit, même surtout maintenant avec les problèmes que l'on connaît sur l'enseignement distanciel, comme on dit, les étudiants sont un peu largués avec le fait qu'on commence par la hanche ou par le pied ou par les membres ou par le tronc, et ils n'ont pas de vue globale. Avant d'aller dans un pays ou dans une ville, il faut déjà avoir une idée globale de ce qu'on va y trouver, Après, on peut se pencher sur des aspects plus artistiques, architecturaux ou autres. Et là, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y a vraiment deux parties dans le livre. Une partie assez méthodologique et donc assez, on va dire, dogmatique, en un sens. Ce qui est une méthode, elle est dogmatique. Et puis après, il y a une présentation plus globale de chaque élément de l'anatomie, c'est-à-dire le membre supérieur, le membre inférieur, la tête et le cou. Justement, d'ailleurs, c'est très dérangeant puisque pour renvoyer tout de suite la balle aux éditions Masson, j'ai eu un mal de chien à faire accepter ce chiffre 0. On m'a dit, mais on ne peut pas compter 0. Et les autres, on les décalera, on commencera à 2. Alors que non, justement, la volonté, elle est double. D'abord, c'est un peu justement un petit peu de choquer, de dire non, c'est un tome 0. Et donc, c'est un peu pour frapper l'imagination, pour dire non, on est sur ce 0. Et j'ai eu des réflexions même de patrons d'anatomie, de médecins, qui ont tiqué d'ailleurs favorablement, sur ton idée est assez extraordinaire. Oser appeler un tome 0, il fallait y penser. Et de fait, je crois que ça n'existe pas de tome 0. C'est une volonté. C'est bien effectivement un tome 0. C'est vraiment ça. Tout le monde, moi comme les autres, quand on démarre un bouquin de n'importe quoi, il y a des généralités, mais on passe. On dit, j'y reviendrai en temps voulu, je vais commencer comme tout de suite dans le feu de l'action. On veut démarrer par le 1. Et ça, c'est une grosse erreur. Et donc là, il y a un tome qui est vraiment consacré à ça, et c'est pas généralité. C'est ce tome 0. Comme l'a dit un patron, c'est le tome à lire soit quand on n'a encore rien commencé, avant, soit à lire après, quand on croit avoir tout compris. Le titre me semble bien choisi. Ce qui est important, c'est de savoir que finalement, il y a beaucoup de lieux communs qui s'avèrent faux. Un patron de médecine m'avait dit « J'attends de vous que vous exigiez de vos étudiants du par cœur ». Et honnêtement, je lui dis non, si vous attendez ça, moi je ne débute pas, il n'est pas question de par cœur. Il a été choqué, il m'a dit mais enfin quand même, de votre part, il ne comprend pas, il me dit quand même. Et je lui dis mais vous voulez dire que vous voulez qu'un étudiant réponde du tac au tac à une question, c'est ça que je voulais dire. Et non, je dis par cœur c'est le mot à mot. Ah, mais je me fous du mot à mot, ce que je veux, c'est qu'ils répondent tout de suite. Et voilà. Donc, on est dans la compréhension et la restitution immédiate, spontanée, parce que pigé, et non pas dans le côté par cœur, comme on apprend une fable de La Fontaine ou le Code civil. Donc, il y a cette méthodologie basée sur autre chose.
Alors effectivement, comme tout le monde l'a remarqué, les anatomistes étaient ou sont encore de grands dessinateurs, voire peintres. Et leur dada, c'est, comme disait feu le professeur Bastian, si vous n'êtes pas bon en dessin, c'est même pas la peine de penser faire de l'anatomie, quoi. Alors c'est assez décourageant parce que le nombre d'étudiants qui se sentent pas doués en dessin, ça va mal. Et là, l'image qu'on a à l'écran montre toute la différence qu'il y a entre un beau dessin, voilà, une approche qui est presque un calque de dissection, si vous voulez, c'est très beau. Mais c'est très beau, mais on n'apprend pas grand-chose avec. Et donc, il faut trahir ce canon de la beauté, cette volonté de tout montrer pour restituer uniquement ce dont on va parler et ce qu'il faut savoir. Et c'est un peu l'équivalent d'une vue aérienne par rapport à un GPS. Le GPS, il ne va pas montrer les trous dans la roue, le petit fossé, l'arbre. C'est pas très beau, effectivement, mais il montre exactement ce qu'on doit comprendre pour ne pas se planter. Donc, en anatomie, c'est pas de faire des dessins, c'est de faire des croquis. Surtout pas des dessins, surtout pas des trucs beaux, parce qu'à la limite, on se donne du mal, comme je l'ai fait quand j'étais étudiant. Je me suis vraiment donné du mal pour faire des très beaux trucs qui ne m'ont servi à strictement rien, parce que ça ne dégageait pas l'essentiel. Voilà, une première chose, il faut tourner le dos au dessin, aussi bizarre qu'elle puisse paraître, mais il faut plancher sur le croquis. Et là, les étudiants n'y croient pas eux-mêmes, mais tout le monde peut faire un croquis. Avec des carrés, des ronds, des bâtons, on arrive très bien à s'en sortir. Il suffit de s'entraîner, quoi. Évidemment, ça ne peut pas venir tout seul, mais comme c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. C'est un truc pour les amateurs de peinture, de dessin, la couleur, c'est chatoyant. Plus personne ne va acheter une télévision en noir et blanc maintenant, quoi. C'est pas possible. La couleur, c'est la beauté du... Voilà. Or, c'est pas du tout notre objectif. Que ce soit beau, c'est un luxe qui n'est, on verra plus tard. Hein. La couleur, elle est destinée à un croisement de rue, un feu tricolore, on sait qu'on s'arrête au rouge et qu'on passe au vert. Et c'est vraiment ancré, c'est même inconscient. Une fois que le code est rentré, même volontairement, on n'arrive plus à le trahir. À l'époque de mai 68, à Paris, des étudiants contestataires avaient essayé de faire passer les automobilistes au rouge et de les faire stopper au vert pour montrer leur esprit novateur. Ça a été une cacophonie épouvantable. Parce que les gens n'y arrivaient pas. Alors, il y a ceux qui osaient quand même, ceux qui n'osaient pas, et ça faisait des trucs épouvantables. Ce qui est montré là sur la page, c'est voilà, la signalisation routière, les couleurs, c'est assez standard. Hein. C'est du bleu, du rouge, mais on sait que c'est mieux qu'un texte, parce qu'un texte, on n'a pas le temps de le lire, on ne le mémorise pas. Le noir et blanc, ça ne veut pas dire grand-chose. Tandis que la couleur, on sait qui passe et qui passe pas. C'est ça le côté novateur, c'est que l'étudiant doit accoucher de son croquis, parce que on ne trouvera jamais un livre dont toutes les phrases seront représentées par un croquis, parce que le même croquis peut être représenté 10 fois de suite avec des couleurs différentes qui ne veulent donc plus dire la même chose. Le dessin qui est en dessous, qui est une coupe de la main au niveau des métacarpiens, même si on n'est pas très doué, on peut deviner qu'apparemment il y a deux couleurs. Il y a des muscles en rouge et des muscles en jaune, et apparemment, il y a quelque chose qui les différencie. Voilà, question d'innervation en l'occurrence, mais on verra ça plus tard. La couleur, elle est révélatrice de quelque chose. C'est pas du tout pour faire du beau, et je défie un étudiant de comprendre un croquis s'il met les artères en bleu et les veines en rouge. On comprendra plus. C'est certain, on ne comprendra plus. Il y a 3 fémurs en bas, là. Hein. Il y en a un qui est très beau, qui est un ouvrage, voilà, très bien. Il y en a un également au centre, qui est un ouvrage très connu, je ne citerai pas le nom, même s'il est déjà ancien. Et ces 2 fameux croquis sont tous les 2 faux. Seul celui de droite, je peux le nommer, qui vient d'un livre qui s'appelle Le Pâturet, qui est un vieux livre déjà, est juste parce que la diaphyse est inclinée. Alors, si ça n'avait pas d'incidence mécanique ou d'incidence même de mémorisation, on pourrait dire, bon, on s'en fiche, hein, on fait des petits os comme Tintin et Milou, alors que ça a une incidence. L'extrémité inférieure descend plus bas en dedans, c'est faux. Elle descend pas plus bas, c'est l'os qui est incliné. Donc, il y a quand même une logique là-dedans, et qui est une logique qui, pour nous, kinésithérapeutes, est comme très fortement ancrée sur le fonctionnel. Il faut avoir ça présent, il faut que le prof, d'ailleurs, ait ça présent dans sa tête. Hein. On est là pour qu'il y ait des liens logiques. Et que du coup, l'étudiant n'ait pas d'effort à mémoriser. Voilà, ça c'était l'histoire de cette petite page. Si vous me demandez de mettre l'anatomie en musique, je vois même pas comment on pourrait envisager ça, quoi. Alors que le croquis, ça tombe sous le sens. Quand on veut expliquer à quelqu'un quelque chose, on prend un crayon, du papier, on lui montre les croisements. Le croquis, comme disent les Chinois, hein, un croquis vaut 1000 mots. Donc, c'est pas la peine de s'encombrer la tête avec des phrases, avec des adverbes, des choses comme ça. Alors que le croquis, il est pur. On pige ou on pige pas. Par contre, bon, je dis pas que ça vient tout seul, il faut quand même un peu se le mettre dans la tête. Mais une fois que c'est mémorisé, c'est bon, ça va, on passe à la suite, quoi. Le problème, c'est aussi un problème qui est hérité de la médecine traditionnelle, où l'étudiant s'imagine, et les profs aussi malheureusement, qu'il faut tout savoir. C'est complètement impossible. Indépendamment de ça, tout savoir pour qui ?
Je pense que le psychiatre qui est médecin et qui a fait de l'anatomie n'a pas les mêmes besoins d'anatomie qu'une infirmière. Le chirurgien vasculaire n'a pas les mêmes besoins anatomiques qu'un rhumatologue, qui n'a pas les mêmes besoins qu'un kinésithérapeute, ni qu'un ergothérapeute, etc. Donc je crois qu'en fonction de la profession, d'un seul coup, les choses importantes changent. Pour un chirurgien, c'est très important d'envisager les voies d'abord. Le kinésithérapeute, lui, n'en a rien à faire. Par contre, il y a d'autres aspects qui, pour lui, sont prioritaires et dont le chirurgien se fiche un petit peu. Et je fréquente à la fac des patrons de médecine qui comprennent bien ce truc-là, mais qui le comprennent a posteriori. Ils me disent, mais c'est pourtant vrai. Mais spontanément, pour eux, c'est non. La natte, c'est la natte, faut se la farcir, c'est une méthode de base, une discipline de base, on se la paye, on verra plus tard. Non, c'est dès le début qu'il faut orienter le jeune si on veut pas le paumer en cours de route. Alors, tout savoir, non. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? Et là, c'est une idée qui me semble absolument fondamentale, c'est dégager l'essentiel. Et comme je disais, l'essentiel pour une infirmière, c'est pas l'essentiel pour un kiné, c'est pas l'essentiel pour un chirurgien, etc. Et l'essentiel, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est pas une tartine de 20 pages. C'est grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire en moins de 30 secondes? Qu'est-ce qu'on peut dire en 3 minutes? Éventuellement, qu'est-ce qu'on peut dire en un quart d'heure? On dit pas les mêmes choses. On dit pas les mêmes choses. On fait pas la même chose sur un SMS, sur un mail et sur un article qu'on écrit. Et ça, c'est une difficulté majeure. Majeure. Parce que l'étudiant, mais le prof aussi, on aime bien montrer qu'on sait et donc étaler sa science sans prêter de mauvais sentiments. On aime bien en rajouter pour montrer qu'on est savant. Mais non seulement on ne montre pas qu'on est savant, mais on montre qu'on est ignorant de l'essentiel. C'est grave. Et il y a des détails qu'il faut surtout bannir. On en parlera si on a du temps et en fin de soirée, mais c'est pas du tout ça qu'il faut se mettre dans la tête au début. Eh bien ça, c'est extrêmement difficile. Bon, je dirais j'en suis persuadé parce que je me suis quand même confronté à des collègues dont certains n'étaient pas d'accord avec moi au départ. Hein, franchement, je le dis sincèrement. Il y en a un que je nommerai pas, qui est un excellent ami, mais qui m'a dit moi maintenant je suis près de la retraite, donc je changerai pas. Je suis parti sur le par cœur, j'y resterai. Mais t'as raison. Pourquoi? L'exemple était très simple. J'ai posé une question une fois en lui demandant son aval parce qu'on enseignait dans le même endroit et il m'a dit mais ta question est très difficile. Tu demandes l'essentiel. Mais qu'est-ce que tu veux dire l'essentiel? C'est n'importe quoi. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais alors, pour toi, c'est quoi? Je vais pas en discuter maintenant, on n'a pas le temps, mais il m'a dit, ça peut être ça, ça, ça. Il m'a cité 5 points. Je lui ai dit, ça y est, stop, c'est fini, t'as raison, c'est fini. Ah bon, c'est ça que tu veux? Évidemment, c'est de plus. Il faut qu'en 5 points, on vous donne pas le nom, mais vous devez deviner ce que c'est. Si vous n'avez pas deviné, c'est que vous connaissez pas. Ou que celui qui en parle est incapable de... Et quand on y arrive, c'est un jeu. Hein. C'est vraiment un jeu. Les étudiants, ce qui me fait plaisir, c'est que bon, ils se plaignent parce que ça fait du bien de se plaindre. Ah, monsieur, vous êtes sévère, vous êtes exigeant. Mais une fois qu'ils ont mordu à ce truc-là, ils y arrivent très bien. Il n'y a pas photo. Hein. On peut voter, mettre ça au vote. On va tôt ou tard tomber sur la demi-douzaine de points sur lesquels tout le monde revient. Quoi. Et on va oublier le petit tubercule accessoire de machin, le petit qui n'a aucun intérêt. Et donc ça, voilà, c'est des crocs. Des chronocrocs, des crocs, mais qui sont minutés. Et top chrono, à 30 secondes, on doit avoir fini. Si on n'a pas fini, c'est qu'on est parti dans des détails. Super. Alors, la page 88, c'est un exemple. Je crois que quand on parle de choses, il faut comprendre ce qu'on veut dire. Il faut connaître les mots, comme dans tous les métiers, hein, je crois. Alors, en anatomie, c'est vrai qu'il y a des mots qui peuvent paraître compliqués parce qu'ils sont hérités du latin ou du grec. Ça explique un peu les choses. Dans le corps humain, il y a des choses qui sont synoviales, des membranes synoviales, des gaines synoviales, des choses comme ça. Bon, les étudiants apprennent que c'est synovial, point barre. Sans être très intellectuel, on peut comprendre que ce mot-là, syn, S-Y-N, ça indique la ressemblance, l'équivalence, l'assemblage comme synonyme, synthèse. Voilà. Et ovial, bon, ovus, c'est quand on parle à une étudiante qu'elle a des ovaires, elle sait comme ce que c'est avec les ovus. C'est un petit œuf. C'est un petit œuf. Les ovipares sont des animaux qui pondent des œufs. Et synovus, synovial, c'est comme de l'œuf. Plus exactement comme du blanc d'œuf. Alors, si vous faites tomber du blanc d'œuf sur votre carrelage de salle de bain ou de cuisine, et si vous arrivez là-dessus en courant, je vous garantis le résultat, vous partez dans le mur. C'est hyper glissant. Et les membranes synoviales, les gaines, ce sont en fait des couches qui sont faites pour le glissement intégral. Il n'y a pas de frottement, ça glisse tout de suite. Quand on a pigé le mot et l'idée, du coup, c'est beaucoup plus facile à mémoriser. Bon, dans la page, là où l'exemple des gaines,
Bon, une gaine, c'est tête, un vêtement, il y en a moins maintenant, mais les genouillères, les chevillères, tout ça, ce sont des organes de contention, de maintien, et il suffit de connaître le terme. Donc je crois que sans faire de l'étymologie de façon savante, il faut connaître un peu les mots qu'on emploie, si ça a une incidence. Et je crois que c'est un avantage de la terminologie actuelle, parce que la terminologie ancienne, que certains pratiquent encore beaucoup, elle est surtout basée sur des noms propres. Alors quand on vous dit le ligament de Gimbernat, l'articulation de Chopin, un nom propre, ça n'a aucune signification. Si on dit l'articulation tarso-métatarsienne, même si on ne se rappelle pas de Lisfranc, on sait que c'est une articulation qui, a priori, doit être entre le tarse et le métatarse. Je crois que les mots ont une importance. Qu'avec le développement de l'éducation du patient, ce type d'approche qui est plus imagée est plus facile à retenir dans une communication avec un patient aussi. Disons que la démarche, on peut la retrouver, parce que le patient, il ne faut pas dire monsieur, vous allez vous mettre en latérocubitus, ou vous allez faire une progression. Donc, si l'étudiant est comme au clair avec son langage, le langage qu'il va employer avec ses pairs, évidemment, il faudra qu'il traduise ça avec le patient, et de façon tout bête. On dit mettez-vous sur le côté. On ne dit pas décubitus latéral. Et là, les étudiants ne sont pas toujours très au fait, parce qu'ils ont l'habitude, malheureusement, de travailler que entre eux au départ. Et quand ils arrivent avec un malade, des fois, ça passe pas bien, quoi. Ouais. Le langage, et en corollaire, il n'y a pas que le langage, il y a l'attitude qui va avec le langage. Il y a une chose qui me semble importante, c'est la notion de reformulation. Reformuler, c'est le fait de dire la même chose, mais avec d'autres mots. Moi, si je vais d'un point A à un point B, si la route est barrée parce qu'il y a des travaux, je ne vais pas coucher à l'hôtel. Si je connais le quartier, je vais forcément trouver une autre route pour arriver au même endroit. L'étudiant, quand il a appris une chose dit d'une façon, justement, c'est l'inverse du par cœur, il faut qu'il trouve le moyen de redire ça autrement. Et s'il y arrive, c'est qu'il a compris. Et s'il n'y arrive pas, c'est qu'il n'a pas compris. C'est clair. Maintenant, on est page 100, donc, sur les bases incontournables. C'est un exemple parmi d'autres, évidemment. Celui-là, il est peut-être facile. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas se gêner d'employer des images, vraiment des images, au ras des pâquerettes, si l'image peut traduire quelque chose de vrai. Là, en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est un arbre. Eh bien, quand on apprend le système nerveux périphérique, les nerfs, ils ont des racines, comme l'arbre. Il y a des troncs. Un arbre, il peut avoir 2 ou 3 troncs. Et le nerf, il a 2 ou 3 troncs. Puis il y a des branches terminales, comme le nerf. Et partout, il y a des collatérales, aussi bien au niveau des racines, au niveau du tronc, au niveau des branches terminales. La seule chose qui change, c'est que à la base de l'arbre, il y a une zone qu'on appelle la souche de l'arbre. Et en anatomie, pour les nerfs, ça s'appelle le plexus. Il faut bien garder à l'idée un découpage qui est simple et qui est logique. On a un petit oiseau sur la branche machin, mais on sait de quelle branche terminale elle vient, on sait de quel tronc elle vient, et on sait de quelle racine. Il faut s'amuser à ce petit jeu-là. Une racine, elle porte un numéro, tout simplement. C'est un chiffre. C'est 7, c'est T5, c'est L5, je sais pas, mais c'est un numéro. Alors que les nerfs, ils ont des noms. Nerf médian, nerf sciatique, d'un côté, on a des numéros, de l'autre côté, on a des noms propres. C'est pas pareil. Et l'étudiant, quand il n'est pas au courant, il mélange tout. Quand il demande qu'est-ce que c'est qu'un ligament, monsieur, qu'est-ce que c'est qu'un ligament, il a un jean et il voit très bien qu'en bas du jean, il y a un revers. Qu'est-ce que c'est qu'un ligament ? C'est un revers. C'est le jean, c'est pas une autre structure, c'est la lame, sauf que c'est redoublé, c'est renforcé pour des raisons mécaniques. Il faut toujours trouver une image simple. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et ça, le bouquin ne peut pas le présenter parce que c'est dans le feu de l'action. C'est pour ça, maintenant, on tire à boulet rouge sur les cours magistraux. Mais je suis désolé. Qu'on tire à boulet rouge sur les cours magistraux mal faits, ça, je suis le premier à le faire. Mais un cours magistral, c'est quelque chose d'interactif. C'est quelque chose qui est presque émotionnel. Il faut qu'il y ait quelque chose qui passe entre les étudiants et le prof. Le cours, il change en fonction de la tête des gens qu'on voit s'allumer ou au contraire avoir un regard bizarre. Et il faut toujours trouver la bonne comparaison. Il y a un final qui est une présentation très sommaire des membres à travers tout de suite leur finalité. Parce qu'il faut avoir une vue d'ensemble quand même. Le final, je dirais que, comme tout le monde le dit, ça je dis comme les autres, l'anatomie est la discipline mère sans laquelle on ne peut pas faire ni de chirurgie, ni de kinésithérapie, ni de rhumatologie, ni rien. C'est pas si difficile que ça. Ce qu'il faut, c'est avoir l'amour du métier quand même. L'anatomie, c'est une matière en soi, mais qui demande il faut se l'approprier.